Bon, je propose qu'on commence. J'aime bien être ponctuelle et comme souvent, je fais des très longues conférences. Là, j'ai essayé de réduire un peu par rapport à la fois dernière où vraiment j'avais un peu explosé le temps. Donc là, je devrais rentrer à peu près dans les clous. Donc, bonsoir à tous. Avant tout, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez une question, soit directement en prenant la parole, même si j'ai changé de paragraphe parce que je sais que j'ai tendance à passer vite de partie en partie. Donc, n'hésitez pas. Ou si vous vous sentez plus à l'aise, simplement écrire les questions puisque je les vois directement et je les suis normalement en live. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une remarque, une question, un ajout, un commentaire, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des problèmes techniques. Normalement, on est bien rodé maintenant, donc tout va bien, mais n'hésitez pas tout de même. Alors, je vais passer les images. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les conférences précédentes, je m'appelle Constance Remy et je suis à la fin de mes études en double cursus entre l'École du Louvre et l'ESSEC. À l'École du Louvre, je me suis spécialisée en art contemporain, donc je suis très heureuse ce soir de vous parler d'une des grandes figures de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est Cindy Sherman. Pour les fidèles, ils commencent à la connaître un peu par cœur, puisqu'on a un peu évoqué tous les sujets autour d'elle. On a parlé du féminisme, on a parlé du postmodernisme, on a parlé de la place du corps de l'artiste dans sa pratique. Et aujourd'hui, eh bien, on va voguer entre différentes notions, celles d'anonymat, de narration, de mythologie personnelle, qui sont des aspects importants eh bien, de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, on va aborder ça ensemble, vous allez le voir. On va devoir assez vite exclure Cindy Sherman de cet exposé. On le verra ensemble, mais on aura vu vraiment tous les aspects de sa pratique. Et la semaine prochaine, on va parler de la monstruosité, qui est pour le coup un sujet vraiment très très présent dans la pratique de Cindy Sherman. Donc vous savez, j'imagine pourquoi est-ce qu'on fait ces conférences, c'est parce que Cindy Sherman a une grande rétrospective à la Fondation Vuitton. J'aurais aimé vous inviter à la voir, peut-être l'avez-vous déjà fait. J'imagine qu'elle sera repoussée, en tout cas je l'espère, après cette période de confinement bien morose. Mais c'est une très belle exposition. Le catalogue est super si vous n'avez pas l'occasion d'aller la voir aussi. Comme d'habitude, j'aime bien citer mes sources parce que ça vous permet d'aller de chercher un petit peu plus loin s'il y a des thématiques qui vous ont intéressé et sur lesquelles on serait passé vite. Puis c'est aussi un moyen pour moi de rendre honneur à toutes les recherches que j'ai faites et aux livres intéressants que j'ai lus. Le catalogue de la Fondation Vuitton, je vous le disais, est un must. Le catalogue du MoMA qui est encore plus un must parce qu'il y a vraiment de très longs entretiens, de très longues analyses sur l'œuvre de Cindy Sherman. C'est un catalogue qui faisait sa rétrospective en 2012. Le catalogue du Jeu de Paume qui avait également réalisé une rétrospective de Cindy Sherman en 2006, qui était sa dernière rétrospective en France depuis celle de la Fondation Vuitton. Et pour cet exposé en particulier, je me suis interrogée, enfin j'ai lu le livre Mythologie personnelle, l'art contemporain et l'intime d'Isabelle de Maison-Rouge, dont j'ai respecté en partie la nomenclature, donc qui m'a grandement aidée à écrire cette conférence, même si elle ne parle pas, si elle parle de Cindy Sherman, mais sous un autre angle, enfin, vous allez le voir. On va en discuter ensemble. Alors, donc aujourd'hui, le thème, Cindy Sherman, anonymat, narration et mythologie personnelle. Alors, comme d'habitude, une petite introduction pour un petit peu comprendre les thèmes dont on va parler, essayer de les placer ensemble. Alors, cette conférence, vous allez le voir, elle va réunir des pratiques d'artistes extrêmement différentes. Donc, les artistes dont on va parler, ils ne sont pas reliés par un médium, ils ne sont pas reliés par un courant, ils ne sont pas reliés par une école, par un projet, ils n'ont pas été représentés par les mêmes galeries, mais ce qui les relie, c'est leur attitude face à l'intime. Quelque part, la sphère publique et la sphère privée avec ces artistes va se confondre et ce qui fait finalement le moteur de leur processus créatif, eh bien, c'est leur intimité, c'est leur histoire personnelle. C'est de ça dont on va parler. Pourquoi ce terme de mythologie personnelle? C'est une expression assez forte. Je voulais revenir dessus. Elle a été, utilisée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'art, enfin dans l'histoire de l'art, dans plutôt l'histoire de l'art contemporain pour être plus précis. Mythologie, bon, c'est un terme qu'on entend tout le temps quand on étudie l'histoire de l'art, mais mythologie personnelle, c'est un concept très récent qui a été utilisé pour la première fois tel quel en 1972 par un grand critique d'art et commissaire d'exposition qui s'appelle Harald Zeeman. Hem C'était lors de la Documenta de Cassel, c'est un grand événement un peu à l'équivalent de la Biennale de Venise, qui regroupe vraiment toutes les avant-gardes de la deuxième moitié du XXe siècle, qui continue à avoir lieu. Je crois que c'est tous les 5 ans, la Documenta, enfin, j'en suis même sûre. Et il parle des sculptures d'Étienne Martin. Il raconte les mythologies personnelles tentent de donner à la Documenta 5 la dimension d'un espace métaphysique dans lequel chacun pose les signes et signaux exprimant
son monde personnel. Donc il y a vraiment cette idée-là, vous allez le voir, on va avoir des pratiques très diverses, mais avec une volonté chez ces artistes de parler de leur intime. Et derrière ce terme de mythe ou de mythologie, les mythes sont souvent, enfin, sont utilisés par les religions comme ou bien d'autres types de mythes, mais disons les mythes religieux, comme des éléments qui vont raconter l'histoire de l'homme, qui vont raconter sa présence, expliquer son organisation, expliquer son existence. C'est une manière de poser les bases d'une société. Eh bien, vous allez le voir, nos artistes, eux, ils vont revenir sur leur origine personnelle d'homme. Ils vont parler de leurs blessures primitives, de leurs blessures d'enfance ou de celles qu'ils ont vécues tout au long de leur vie et qui font leur identité, qui font leur personnalité. Donc ça, c'est un élément intéressant. Vous le voyez, la mythologie, elle va ici se faire au tout petit niveau d'un humain, une mythologie parfois banale, quotidienne, mais qui va prendre une beauté esthétique et qui va exister dans le champ de l'art. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand on étudie un peu de près l'histoire de l'art et surtout l'art contemporain, eh bien, on va reconnaître par différents archétypes, par différents vocabulaires, eh bien, le mythe de tel ou tel personnage, de tel ou tel artiste. Donc, vous allez le voir, le contenu de l'œuvre va échapper au moi narcissique pour devenir universel parce que nous sommes capables de reconnaître le mythe de Boltanski, par exemple, d'Annette Messager, de Gilbert et Georges, de tous ces artistes dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors, j'ai pas l'habitude d'interagir, mais je vous pose une question. Pour ceux qui ont un peu suivi et qui connaissent l'œuvre de Cindy Sherman, est-ce que, selon vous, l'œuvre de Cindy Sherman correspond à ce que je viens de définir? Est-ce qu'elle se situe dans une démarche de l'intime, dans une démarche de la mythologie personnelle? Est-ce qu'elle se raconte? Je vous pose la question. Si vous voulez interagir ou répondre par écrit, n'hésitez pas. Je tente un peu d'interaction. Elle se Non montre déjà. en majuscule. J'entends plusieurs noms à l'oral, à l'écrit. Elle se montre, elle se montre, je trouve. Elle se montre, mais est-ce qu'elle se raconte? Elle raconte les autres à travers son visage. Tout à fait, c'est plutôt ça, je suis assez d'accord. Solène dit aussi: «Non, pas vraiment, elle invente des personnages». Exactement. Ce qui est assez frappant dans l'œuvre de Cindy Sherman et vous avez tous, très bien répondu, c'est que enfin, à mon sens, hein, chacun peut avoir, son interprétation et j'imagine qu'il y a une part de subjectivité dans l'œuvre de Cindy Sherman qui est difficile à découvrir. Mais effectivement, tous les textes qu'on lit et elle-même insiste sur le fait, ça peut être mis en cause, hein, que ces œuvres ne sont absolument pas des autoportraits. Cindy Sherman, elle prend sa propre image comme point de départ de son œuvre, mais en étant à la fois sujet et objet, elle parle plutôt d'une forme d'altérité de l'identité et va décliner beaucoup de personnages différents qui n'ont pas pour but d'évoquer une psychologie personnelle, ni la sienne, ni celle d'ailleurs du personnage qu'elle présente, mais qui nous offrent une galerie incroyable de stéréotypes, d'archétypes de personnages qu'on a l'habitude de voir. Des personnages de télé-réalité, des personnages mondains, des personnages du cinéma, du magazine. Donc on est face à, disons, une galerie d'identités contemporaines, mais certainement pas à l'identité de Cindy Sherman, je pense. Et vous avez l'air d'être d'accord avec moi. Et d'ailleurs, cette multiplication des personnages donne plutôt l'impression d'une dissolution totale de l'identité. On est incapable de connaître la personne de l'artiste, qui est l'artiste, de connaître Cindy Sherman à travers son œuvre. La multiplication du personnage est telle que l'on en perd justement l'identité. Donc ça, c'était un point que je voulais évoquer avec vous. Et d'ailleurs, je n'ai pas seulement un autre, comme le proposait Rimbaud à travers l'œuvre de Cindy Sherman, mais devient un stéréotype, un modèle, une figure que l'on peut décliner un peu à l'infini. Elle écrit elle-même: «Le contrôle que je veux est trop grand pardon, pour utiliser quelqu'un d'autre comme modèle. Je ne pense pas que j'obtiendrai le même contrôle de la situation en utilisant quelqu'un». Donc Cindy Sherman, elle essaye sans cesse de justifier son propre corps, en annihilant un petit peu le côté subjectif, volontairement dans son discours, et en signifiant bien que finalement sa personne n'est véritablement pas le sujet de son œuvre. Hem Où en étais-je dans mon histoire? Et vous le voyez, il y a différents niveaux en fait de difficulté dans l'œuvre de Cindy Sherman parce qu'on nous répète qu'il ne s'agit pas d'autoportrait. Les personnages que l'on voit ne sont pas des vrais personnages, ils sont dans des situations fausses. Donc il y a un certain nombre de niveaux de mensonges quelque part, de fausses situations, mais qui nous présentent justement des stéréotypes.
Alors, ce que je voulais ajouter à tout cela, c'est que je vous l'avais dit dans la première conférence, mais c'est que quand on lit, et c'est assez frappant, des critiques sur Cindy Sherman, tous les journalistes, tous les critiques s'interrogent et n'arrivent pas à se retenir, mais qui est donc la vraie Cindy Sherman? Et ils essayent un peu désespérément de chercher où Cindy Sherman est la plus vraie, la plus sincère, où elle se représente. D'ailleurs, j'ai oublié de passer les images. Voilà, je voulais montrer cette image qui m'amusait par rapport au thème, puisque là, le visage de Cindy Sherman est caché. Donc, où est Cindy Sherman finalement dans son œuvre? Donc ça, c'est une question. J'ai complètement oublié de vous montrer les photos. Ici, ce sont des photos de journalistes, en fait, de Cindy Sherman dans son atelier. Donc, bon, ce ne sont pas des photos, ce ne sont pas les œuvres d'art de Cindy Sherman, mais ça crée une confusion parce qu'elle a l'habitude de se photographier dans son studio et de nous proposer ces œuvres-là. Et là, on a des photographies d'un journaliste, d'un critique d'art qui représente Cindy Sherman dans son atelier avec tout son attirail de déguisement et de tous les éléments qui lui permettent de se grimer. Donc vous la voyez à différents moments. Et vous le voyez, ce sont des photos qui sont très mises en scène. Donc il y a encore un niveau de complexité. On voit bien que Cindy Sherman s'est mise en scène, s'est maquillée, s'est déguisée, s'est placée à un certain endroit. Donc même dans ces photos qui pourraient nous sembler réelles, sincères, en tout cas vraies, eh bien, de nouveau, on est troublé par différents niveaux de lecture. Donc, je reviens sur ce que je voulais dire. On s'interroge qui est la vraie Cindy Sherman. Et Cindy Sherman a confessé elle-même: «Les gens sont curieux pardon, de savoir à quoi je ressemble. J'ai conscience que cette curiosité est inévitable sur qui je suis en vrai, à laquelle d'autres artistes n'ont pas forcément à se confronter». C'est vrai que quand on est face à une œuvre, une sculpture par exemple minimaliste, donc un cube par exemple, on n'a pas cette idée de se demander, ou alors ça revient très tardivement dans la réflexion, qui est la personnalité? Qui est-il? Est-il un personnage sympathique, austère? Est-il joyeux? Est-il machin? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose directement. On est plus dans l'analyse de l'œuvre et de sa place dans l'histoire de l'art. Finalement, les éléments biographiques nous intéressent moyennement. Avec Cindy Sherman, parce qu'elle est le personnage de ses œuvres, vient nécessairement un questionnement, une curiosité sur sa personne. Et peu d'artistes ont fait l'objet d'autant de questionnements sur la personne de Cindy Sherman. Et selon moi, même si vous allez le voir, je vais tomber dans le piège, mais selon moi, finalement, s'interroger sur Cindy Sherman, sa personnalité, essayer de chercher l'endroit où elle est la plus vraie dans ses photographies, ça revient à nier son propre travail et à nier ses réactions. C'est-à-dire que c'est s'intéresser à la personnalité, c'est de chercher une petite bribe de personnalité et non plus ressentir ses propres réactions face à la photographie. Donc, il faut y faire attention. Et d'ailleurs, je vous conseille une très bonne émission qui a été donnée sur France Culture dans l'émission Personnages en personne par Charles Dantzig, qui s'intitulait Cindy Sherman ou l'abandon du moi. Donc on voit bien que Cindy Sherman, c'est l'abandon du moi, c'est l'anonymat le plus total. On n'est pas, et ça va vous étonner parce que c'est le sujet de la conférence, mais j'essaie justement de faire un portrait en relief finalement de l'œuvre, en négatif, je cherche l'expression, un portrait en négatif de Cindy Sherman. On n'est pas dans les narrations, on n'est pas dans la narration, on n'est pas dans la mythologie personnelle, bien au contraire. Mais parce que eh bien, je suis une vendue, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher une série de Cindy Sherman dans laquelle elle me paraîtrait la plus naturelle, où on la verrait la mieux, où elle serait le moins grimée, le moins... J'ai quand même essayé de chercher. Voilà, j'avoue, comme ils l'ont tous fait et comme je vous conseille de ne pas le faire, et je vais vous le proposer ici. Ça nous permet de voir un autre type de série aussi de Cindy Sherman. Il y a 2 séries qui m'ont marquée, qui ont principalement attiré mon attention sur ce sujet, dans l'idée de chercher la Cindy Sherman au naturel, entre guillemets. Ici, ce sont les pink robes, donc les robes roses, cette espèce de peignoir qu'elle porte sur son corps pour cacher sa nudité, qu'elle a réalisée en 1982. Si vous avez un peu la chronologie en tête, cette série, elle se situe après les Film Stills, qui sont donc ces photographies de plateau où elle s'interroge sur le cinéma et les stéréotypes de l'image de la femme dans le cinéma. Et surtout après les Centerfolds, qui est une série qui vient entre les deux, qui est cette série où les personnages féminins, Cindy Sherman, est placée de manière... Les photographies sont horizontales, elles ne sont pas en format de portrait, elles sont en format paysage, assez resserrées. Les personnages ont l'impression d'être vus en plongée. D'ailleurs, ils sont un petit peu écrasés dans l'image.
On est dans des images aussi très cinématographiques, où on voit des femmes alanguies qui attendent un appel, qui sont dans des pensées un peu mélancoliques. Et donc, elle réalise cette série après. Et c'est vrai qu'on est dans les couleurs des centerfolds avec des couleurs très fortes. On va le voir notamment dans la série d'après. Et c'est vrai que voilà, c'est une série et celle-ci aussi, vous le voyez, Color Studies de 1982, qui nous laisse peut-être percevoir une Cindy Sherman plus sincère, plus réelle, en tout cas plus naturelle. Évidemment, on est très loin des déguisements, des films Stills, par exemple, où elle est très maquillée, elle porte des soutiens-gorge pointus comme dans les années, 50 ou 40 même. Elle est dans des positions avec des balais. Enfin, on est vraiment dans des situations extrêmement précises, très cinématographiques. Justement, c'est tout le sens de la série. Là, on en est bien loin. Il y a quelque chose de plus instantané, des photos qui semblent être prises au vif. Évidemment, c'est pas du tout le cas. Bon, elle porte les cheveux courts le plus souvent sur ces photos. Et ça aussi, il y a une espèce de refus de longs cheveux ou d'une perruque qui symboliserait aussi une forme de féminité. Donc, il y a quelque chose peut-être de plus sincère, de plus brut dans cette série de photographies. À mon avis, pas du tout, hein, et c'est tout à fait volontairement confus dans le discours et dans les photographies de Cindy Sherman, parce que ces photos sont évidemment extrêmement mises en scène, on a un cadrage particulier, vous le voyez, on a encore l'impression d'être en plein cinéma, dans des arrêtés d'images d'une scène de cinéma. Donc elle continue dans ce travail-là, les photos ne sont pas véritablement posées, c'est vraiment dans la suite des film stills, des centerfolds. Et vous le voyez d'ailleurs que très pudiquement, elle appelle cette série Color Studies, donc étude de la couleur, pour complètement annihiler et dégager le sujet. Le sujet, ça n'est pas elle, le sujet, ça n'est pas le cinéma, ça n'est pas les magazines, parce que dans Film Stills, on avait bien photographie de plateau, le sujet c'était ça. Dans les centerfolds, elle cherchait à représenter des photos centrales de magazines, c'est ça les centerfolds, ce sont les deux photos centrales des magazines. Là, Color Studies, on a l'impression d'être dans presque une ébauche, un test à propos de la couleur. Donc, vous voyez qu'elle-même dégage le sujet dans ses photographies. Donc, c'est vrai que ça donnait quelques envies d'analyser un peu ces œuvres-là. Évidemment, je ne pense pas qu'elle en dise plus ici que dans d'autres séries, mais je trouvais quand même amusant de vous montrer ces photos qui sont un petit peu lointaines de ce qu'on connaît aujourd'hui de Cindy Sherman, qui est très grimée, très maquillée, très déguisée, qu'on ne reconnaît même plus. Donc voilà, je suis tombée dans le piège, j'ai cherché la vraie Cindy Sherman. Je vous l'offre donc ainsi. On va rentrer maintenant, alors vous allez le voir, j'ai utilisé toute cette longue introduction pour évoquer Cindy Sherman et la comparer en négatif avec les mythologies personnelles. Et je vais vous présenter donc différents artistes qui sont dans cette pratique de narration, bien éloignés donc de celle de Cindy Sherman, mais qui participent de la même époque, donc ils ont coexisté ensemble. Et c'est un vrai sujet de s'interroger sur de confronter l'autoportrait, le portrait dans l'œuvre de Cindy Sherman, ou d'ailleurs, c'est d'ailleurs ni l'un ni l'autre, ce sont ni des autoportraits ni des portraits. Donc, ces œuvres un peu étranges qu'elle nous propose, qui sont difficiles à classer, se comprennent aussi en contraste avec d'autres artistes, d'autres pratiques. Puis comme c'est une partie importante de la deuxième moitié du XXe siècle et que ces conférences ont pour but d'élargir évidemment autour de l'œuvre de Cindy Sherman, de dresser quelques courants artistiques de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est pour ça que je vous proposais cette réflexion donc autour de la mythologie personnelle et de ces questions-là. Alors, premier petit point, biographie ordinaire, image du quotidien. Alors, vous le savez, mais la société actuelle est confrontée, c'est vrai, à un besoin grandissant de l'individu de s'exposer, d'offrir finalement sa personnalité, son intimité, disons un peu sur la place publique. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec, c'est la deuxième fois que je parle de télé-réalité, c'est terrible, mais on le voit aussi avec la télé-réalité, on le voit avec un certain nombre de manifestations. Et c'est vrai que les artistes ne vont pas échapper à cette préoccupation individualiste. Et je le disais, la sphère du privé et la sphère du public, cette distinction très forte, ça me nuit énormément. Et on va avoir des artistes qui vont s'intéresser à des gestes anodins, à des gestes du quotidien, et qui vont raconter leur intime. Ils ne vont pas proposer un art grandiloquent, un art précieux, un art directement très séduisant aux yeux, mais qui vont plutôt parler d'une mythologie quotidienne, d'une mythologie de tous les jours, celle des craintes, des pulsions, des désirs, des peurs, toutes des rengaines. Donc on a tous ces aspects-là qui vont intégrer assez brutalement le champ de l'art
On n'imaginait pas que ce genre de questionnement pouvait entrer au sein du musée et pourtant, de grands artistes se sont interrogés sur ces petites mémoires, je reprends l'expression, de Christian Boltanski. Vous en doutez bien, il y a 2 médiums qui vont être enfin 2 médias, mais je préfère dire médiums, 2 médias qui vont être extrêmement, préconisés par ces artistes du quotidien, c'est la photo et la vidéo. Parce que c'est le moyen d'enregistrer de manière extrêmement fidèle, eh bien le quotidien. C'est un témoin fidèle et discret qui permet de rendre compte du quotidien des artistes, hem, de rendre compte aussi d'objets plus ou moins signifiants, d'éléments qui, nous entourent, d'espaces, de lieux. Donc on a ces deux, on va surtout voir, c'est vrai, de la photo, même si pour certains c'est plutôt de la collecte et de l'archivage, mais tout de même la photo et la vidéo prennent beaucoup d'importance dans ces pratiques de mythologie personnelle. Donc vous le voyez, le but de l'artiste va être ici de hisser l'ordinaire au rang de l'universel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que ces pratiques de mythologie personnelle, elles ont un goût un peu de nature morte contemporaine. Il y a un goût de mort et d'oubli terrible dans ces pratiques. Il y a cette idée, c'est très marquant chez Christian Boltanski, mais je trouve que ça marche pour beaucoup d'artistes, de capter, de garder une petite partie du réel, un petit souvenir, un petit élément, comme pour garder la trace de manière éternelle de la vie de l'artiste ou bien d'autres personnages qui ont été collectés. Donc il y a cette idée de combattre l'oubli, de combattre la mort à travers ces pratiques qui semblent banales, parfois un peu dérisoires, et qui pourtant comportent, je trouve, beaucoup d'émotions, et c'est très marquant. C'est Boltanski, qui va être donc l'artiste dont on va parler maintenant. Pour moi, vraiment, il s'agit de, allez, je vais le lâcher, du plus grand artiste vivant contemporain, ou au moins un des plus grands. Christian Boltanski est un personnage incroyable qui a créé une œuvre extrêmement forte. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir ensemble, on va parler de banalité. Euh, mais chez Christian Boltanski, la banalité, ces tas de vêtements, par exemple, qui sont derrière lui, symbolisent aussi, sont rattachés à toute une histoire de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée de personnages, de personnes qui ont disparu, dont on a gardé plus de corps, plus d'enveloppe corporelle, mais seulement des objets, des souvenirs. Les corps ont disparu dans les chambres à gaz, complètement définitivement, où on n'a pas retrouvé les traces, les cadavres. On a gardé, c'est terrible ce que je vous dis, mais des dents, on a gardé quelques effets personnels, des photos, des vêtements. Et ça marque énormément Christian Boltanski, qui vient d'une famille juive d'Europe de l'Est. Et pour vous donner un petit élément biographique, on va beaucoup parler d'éléments biographiques, hein, parce que c'est le sujet de nos pratiques, des pratiques qu'on étudie. Christian Boltanski a un père juif, une mère qui, je crois, n'est pas juive, et il a très peur d'être arrêté donc, par la Gestapo. Et ses parents vont avoir une idée assez géniale. Pendant tout un mois, ils vont se disputer extrêmement fort, alors complètement faussement, mais ils vont se disputer très fort chez eux pour que les voisins entendent des disputes. Christian Boltanski est né en 42, je crois, donc il vit très petit cette situation. Et jusqu'au moment où la Gestapo arrive, toque à la porte, demande où est monsieur Boltanski. Et la femme de Boltanski dit je ne veux plus entendre parler de cette ordure, il est parti, il m'a quitté. En réalité, ils avaient fomenté toute cette histoire et le père de Christian Boltanski a vécu pendant toute la guerre dans une trappe de la cuisine. Mais tout l'immeuble pensait qu'il était parti et que le couple était fâché. Donc, il y a évidemment toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est très présente chez Christian Boltanski, même s'il paraît parler de banalité, en fait, l'histoire de ces petites collectes du quotidien sont très fortes. Donc, rentrons maintenant dans le détail. Donc, Christian Boltanski, vous le voyez, il est hanté par le passé, il est hanté par la mémoire, il est hanté par l'oubli, par la mort, qui sont très importants chez lui. Et il va utiliser la photographie, une photographie qu'il ne d'ailleurs reprend pas forcément lui-même. D'abord, il commence par des œuvres qui sont autoréférencées, c'est-à-dire qu'il va collecter des petits objets, des petites lettres, plein de petits éléments qui, je trouve, sont assez touchants, des petits jouets par exemple, des petits souvenirs d'enfance, des photographies, qu'il va installer dans ses vitrines. Ici, vous voyez les vitrines de référence de Christian Boltanski. Et il collecte ces petits objets à l'image. On a l'impression d'être dans un musée de l'homme qui collecte des petits objets comme ça qui n'avaient pas d'intérêt esthétique, n'avaient pas d'intérêt artistique à l'époque où ils ont été créés, mais qui deviennent pour nous des objets d'art, des objets d'étude, qui racontent l'histoire d'une civilisation. Et donc, on conserve des petits clous, des petites choses qui sont complètement banales, mais qui, parce qu'elles sont très anciennes et parce qu'elles témoignent d'une vie antérieure, sont devenues très précieuses.
Et c'est un peu à cette manière de cette manière qu'il réalise ces petites vitrines, en collectant, alors non pas des petits objets d'hommes préhistoriques, ce qui aurait plus d'intérêt dans un musée, mais des petits objets de sa propre histoire, de sa propre préhistoire même, avec des petits éléments. On a des dents, par exemple, il garde les dents ses dents de lait qu'il avait perdues, que sa mère avait conservées. Il conserve des petits bouts de tissu, des photos, des articles. Donc on a comme ça toute une petite recomposition de la personne, alors du petit Christian, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. On a toute une création, vous voyez, de mythologie personnelle. Le petit Christian, c'est une forme de héros ou bien même de dieu qui existe dans les mythologies de Christian Boltanski. C'est lui, enfant. Et c'est une personnalité qui n'existe plus, mais dont il essaye de garder quelques traces en réalisant ces petites vitrines de référence. Vous voyez, ce sont des petits objets qu'on regarde à plat, elles ne sont pas accrochées au mur, donc ici vous la voyez de manière verticale, mais on regarde les vitrines à plat en se mettant par-dessus et on regarde avec beaucoup de détails, parfois avec nécessité d'une loupe, eh bien, le témoignage, toutes ces petites choses complètement banales, des objets qu'on a dans toutes nos familles, mais qui, mis en scène de cette manière, deviennent précieuses et deviennent tout à fait touchantes, et qui de toute façon racontent l'histoire de personnes qu'on aurait tout à fait oubliées. Alors Christian Boltanski, au départ, il a fait des vitrines racontant sa propre enfance, et ensuite, il a collecté des objets d'autres familles. Christian Boltanski, je voulais vous lire, alors j'ai plusieurs choses à vous lire en fait. Je vais d'abord vous lire cette petite phrase. Christian Boltanski dit: quelqu'un a dit, on meurt 2 fois. On meurt quand on meurt, et on meurt une deuxième fois quand on trouve votre photo et que plus personne ne sait de qui il s'agit. Donc, vous voyez, il y a vraiment c'est très marquant chez Boltanski, mais je crois que ça l'est chez les autres, il y a cette inquiétude de la mort et de l'oubli qui est très forte. Et par ces images en noir et blanc, par ces monuments, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais il fait des sculptures avec des photos, avec des petites boîtes métalliques. Il y a quelque chose de très, de qui relève du culte, qui relève de la mort, qui relève d'une forme de rituel qui est très intéressante. Le deuxième passage que je voulais vous lire, c'est ça. Je m'intéresse à ce que j'ai appelé la petite mémoire. Une mémoire affective, un savoir quotidien, le contraire de la grande mémoire préservée dans les livres. Cette petite mémoire, qui forme pour moi notre singularité, est extrêmement fragile et elle disparaît avec la mort. Cette perte d'identité, cette égalisation dans l'oubli sont très difficiles à accepter. Par exemple, quand on regarde des centaines de crânes, ils ont tous l'air identiques. Donc, vous voyez, cette petite mémoire, cette volonté de créer, de garder la mémoire de ces personnes complètement banales qu'on connaît tous dans nos familles, ces photos qu'on conserve tous précieusement dans nos familles, qui racontent notre généalogie, mais qui ne parlent à personne d'autre, à moins que notre père ou notre grand-père ait été le général de Gaulle, mais ça n'intéresse pas grand monde. Donc c'est cet élément, et d'ailleurs Christian Boltanski raconte avoir voulu réaliser, créer un musée de la petite mémoire où eh bien, on raconterait, et c'est ce qu'il fait à travers son œuvre, des petites histoires, des petits événements, mais qui retraceraient la vie de personnages tout à fait banals. Donc il a réalisé cet album de famille en 1971. Donc là, il s'est emparé d'un album de famille, de la famille D, et il a exposé, vous le voyez, toute cette série de photographies qui semblent avoir été directement sorties du carton dans lequel elles ont été trouvées et accrochées au mur. Et il y a une volonté assez anti-muséale de Christian Boltanski, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte là, mais c'est un mur absolument immense de photographies, devant lequel vous vous trouvez un petit peu absorbé, happé par toutes ces photographies, qu'on lit de loin sans vraiment s'en approcher, qu'on regarde en gros, qui crée une grande composition, presque une sculpture même, puisqu'elle est un petit peu, elle est en 3 dimensions avec ses cadres en fer. Et où en étais-je dans mon histoire? Donc, il y a quelque chose d'anti-muséal. On a l'impression qu'il y a un chaos dans cette organisation de photographie qui correspond sans aucun doute au chaos de la vie et à la succession d'événements de la vie de cette famille D. Alors, je vous en ai mis un petit zoom à droite, mais c'est pas forcément bon, très lisible. C'est pour vous donner une idée des images, mais toutes ces images, on les a tous en tête, on les connaît. Pas spécifiquement celles-ci, mais on les a vécues, on a l'habitude de les côtoyer dans nos familles. Ici, une autre œuvre de Christian Boltanski, La vie impossible en 2003. Alors, pareil, alors là, ça a un côté un peu plus filature, mais on a de grandes boîtes comme ça, noires, qui font d'ailleurs référence à la sculpture minimaliste dont je voulais vous parler un petit peu après.
Il a inséré cette fois des lettres, des photographies mises les unes à côté des autres dans une espèce de fouillis. Et il faut s'approcher de très près pour arriver à lire quelque chose et à vraiment percevoir, comprendre, retracer un peu l'histoire du personnage qui est évoqué. Donc il y a ce jeu-là aussi, c'est-à-dire qu'en même temps, Christian Boltanski veut mettre en avant une histoire individuelle, une mémoire, une petite mémoire, mais en même temps, il est très difficile de tout lire et d'ailleurs, on ne s'y arrête pas. En tout cas, moi, je ne m'y arrête pas. Et l'œuvre, d'ailleurs, est plutôt à voir en arrière, en très grand ainsi. Donc, il y a en même temps une dissolution de nouveau du texte et de l'identité de ces personnalités. Oui, un petit élément aussi que je voulais dire, Christian Boltanski, quand il réalise ses œuvres dans les années 70-80, c'est la grande époque de la sculpture minimaliste. Et lui, il trouve que cette pratique, on n'a pas eu l'occasion de parler du minimalisme parce que ça avait rien à voir ni de près ni de loin avec Cindy Sherman, mais cette sculpture extrêmement austère, très géométrique, qui n'est pas réalisée par la main de l'artiste, mais qui est faite avec l'aide d'industriels. Ce sont des œuvres en plexiglas, ce sont des œuvres dans des aciers extrêmement purs et extraordinaires, très brillants, parfaits. Lui, cette austérité, il ne l'aime pas du tout et au contraire, il veut parler d'intimité. Il veut justement que l'artiste se dévoile en partie dans son œuvre, contrairement aux minimalistes qui, eux, rejettent même jusqu'à la touche de l'artiste, jusqu'à la patte de l'artiste, puisqu'il ne fait pas lui-même l'œuvre d'art. Et ce qui m'amuse avec cette série, et c'est probablement, on pourrait après rentrer dans beaucoup de détails, c'est que la forme et l'installation de cette vie impossible est très minimaliste en fait. Évidemment, c'est un cafouillage total quand on s'approche et quand on voit toutes ces petites lettres froissées, mais d'un extérieur, il y a une esthétique brutaliste, très minimaliste, les boîtes noires, de la même taille, organisées symétriquement. Donc il y a un jeu avec ça, je trouve, ou alors est-ce qu'il a été influencé par l'esthétique du moment? En tous les cas, il y a un jeu avec ce courant duquel il s'éloigne énormément. Pour continuer dans cette voie un petit peu de cette idée des images du quotidien, je voulais vous parler de la pratique oui, de deux artistes qui vont vraiment s'inscrire dans l'œuvre de Christian Boltanski. Pierrick Saurin, donc ça c'est plutôt une deuxième génération, c'est pas la génération de Boltanski, qui est toujours vivant, mais qui, je vous le dis, est né en 40 et 42. J'ai même gardé mes chaussons pour aller à la boulangerie de Pierrick Saurin. Pierrick Saurin, il va vraiment faire de toute sa vie une œuvre d'art, c'est-à-dire que il se filme, il s'enregistre. Vous le voyez ici au lever, en train d'enregistrer ses impressions. On peut vraiment suivre toute la vie, une vie pas du tout trépidante, hein, une vie complètement banale. On le voit dans des situations banales que l'on vit tous, mais qui sont tout d'un coup projetées sur le mur d'un musée, accrochées aux cimaises d'un musée ou diffusées, vous le voyez, dans ces télés, et qui deviennent un élément sur lequel on peut s'interroger. Et cette banalité devient quelque part objet de réflexion. Et ici, il montre un petit film. Alors, j'avais pas beaucoup d'images, on trouve peu d'images sur l'œuvre de Pierrick Saurin, pardon. Donc, ça vous donne simplement une idée, mais il s'est filmé, s'être rendu à la boulangerie avec des chaussons. Voilà, c'était pour vous donner un peu un extrême. Il y a beaucoup de poésie chez Christian Boltanski, peut-être un peu moins chez Pierrick Saurin. En tout cas, il y a un intérêt pour le quotidien, pour la banalité, qui est ici poussé à l'extrême. On retrouve, je trouve, un peu de poésie avec l'œuvre de Joël Bartolomeo, qui lui, en fait, va filmer sa propre famille, mais sans jamais le dire. C'est-à-dire qu'il a toujours une caméra avec lui. Et puis, tout d'un coup, parce que l'ambiance, parce que le cadrage, parce que la situation lui plaît, il va tout d'un coup allumer sa caméra et filmer les personnages de sa famille. Et il a réalisé notamment cette très belle vidéo qui s'appelle La fille à la robe rouge, où l'on voit ce personnage cadré de manière un peu étrange. Alors pareil, ce sont des vidéos à voir, je vous en montre que des captures d'écran, mais ce personnage avec une robe extrêmement vaporeuse qui se promène dans un parc, et donc il y a un contraste entre le vert, le rouge, une grande élégance. Donc lui, il arrive à capter la poésie, la beauté dans certains moments du quotidien, et il raconte en même temps une forme de banalité, en tout cas sa vie de famille. Donc voilà, vous le voyez, cette irruption assez brutale du quotidien, de la banalité dans le champ de l'art et sur les cimaises des musées, tout d'un coup, le quotidien devient un sujet de réflexion, un sujet esthétique sur lequel on peut s'interroger. Alors, deuxième artiste, j'essaie de vous citer les grands noms et puis quelques artistes qui s'associent un peu à la pratique. Donc, on a vu Christian Boltanski, puis deux artistes un peu satellitaires.
Et je voulais vous parler maintenant de Nan Goldin. Peut-être est-ce un nom qui vous dit quelque chose. C'est une des photographes, je pense, les plus célèbres. Alors, certainement, loin derrière Cindy Sherman, mais tout de même, Nan Goldin, ce sont des photos qui ont marqué les esprits. Nan Goldin, c'est une américaine, depuis qu'elle a l'âge de 16 ans, elle a exposé toute son existence sans aucun tabou, sans limite. Elle a capturé sa propre vie. Donc, c'est pas de la photographie, comment vous rappelez cette photographie? C'est pas de la photographie, mise en scène comme Cindy Sherman le fait, ce qui est très particulier. C'est une photographie du quotidien, évidemment une très belle photographie qui raconte des choses très intéressantes des États-Unis des années 70 et d'un milieu underground, mais on est très loin des photos, enfin très loin au sens très différent des photos de Cindy Sherman. Donc, elle se photographie elle photographie son quotidien et elle photographie ses amis. Alors son quotidien, ce n'est pas le quotidien de tout le monde. C'est ça qui fait un petit peu la différence avec les pratiques qu'on a vues avant. Nan Goldin, d'ailleurs, d'abord, elle a une vie très difficile. Sa sœur s'est suicidée et ses parents refusent de croire à son suicide. Donc, elle va avoir une volonté très particulière de dire la vérité, de parler même de l'indicible, de tout montrer, de se détacher des sentiments de honte, de se détacher d'un certain nombre de tabous. Et par ailleurs, Nan Goldin, elle va photographier le monde underground new-yorkais des années 70. Elle a beaucoup d'amis qui sont des drag queens. Elle fréquente le milieu transsexuel, transgenre, homosexuel, ce qui n'est pas très évident dans les années 70. Et c'est ça qu'elle va présenter, avec très peu de tabous, pardon, en représentant une réelle intimité de ces personnages. Donc il y a cette idée qui est très forte chez elle. Et elle écrit, vous allez le voir, moi, pardon, j'ai un petit bug avec mon écran. Oh. Alors attendez, pardon, il faut juste que je quitte les messages qui se sont totalement installés. Voilà, tout va bien. J'ai perdu mon petit truc pour converser. Excusez-moi, petite technique, petit aléa du direct, comme on dit. Voilà, tout va bien. J'avais un écran qui s'était affiché arbitrairement, mes mails. Donc, revenons sur notre histoire. Alors, je vais vous lire cette petite phrase de Nan Goldin. Et pour moi, elle me fait pas mal penser au travail de Christian Boltanski. Elle écrit: Je me disais jadis que je ne perdrais jamais quelqu'un si je le photographiais assez. Mes photos me montrent combien de choses j'ai perdues. Ma survie dépendait de mon travail. J'avais besoin de donner un sens au chaos dans lequel je vivais. Et vous le voyez, il y a l'idée de Nan Goldin que photographier le plus possible, le plus souvent possible son entourage, c'était un moyen de le capter définitivement, de le conserver. Bon, elle s'est rendue compte que c'était faux et que des gens et des choses, elle en avait beaucoup perdu. Mais il y a cette idée, et c'est une quête que ressent très fortement aussi Christian Boltanski. Alors, pour vous montrer quelques photos de Nan Goldin, ici, vous le voyez, Jimmy Pollette and Taboo. Jimmy Pollette, pardon, and Taboo, on est Undressing en 1991, où elle photographie ici deux personnages qui sont des travestis. On ne sait pas s'ils sont en train de s'habiller, de se déshabiller, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas en train de performer. On ne les voit pas dans un cabaret, on ne les voit pas complètement habillés en femmes, ou alors complètement en hommes. On est dans cette phase de transition qui racontent eux-mêmes, qui racontent leur vie sans aucun phare, sans aucun jugement non plus. Il y a un regard très doux de la part de Nan Goldin, je trouve. Elle n'a pas comme volonté de parler d'une décadence, de parler d'une honte, mais bien au contraire de simplement évoquer son quotidien et celui de ses amis. Et elle a cette phrase intéressante: des gens proches de moi disent que je leur laisse assez d'espace pour qu'ils s'autorisent plus encore à être eux-mêmes qu'ils ne croyaient pouvoir le faire. Donc elle est tellement en retrait, ou au contraire, elle est tellement intégrée auprès de ses amis, que finalement, la photographie devient un élément à part entière de leur quotidien et ils mènent leur vie totalement normalement, sans aucune incidence et aucune mise en scène liée à la présence d'une photographe. Donc ça, c'était un point intéressant. Alors, une photo plus dure, qui est ouais, une des photos les plus célèbres de Nan Goldin parce qu'elle est violente. Nan Goldin a réalisé cette photo. Elle était battue par son copain et vous le voyez, elle présente une réalité sans phare, très dure à lire, à voir. Et elle se présente ici juste après avoir été battue ou quelques jours après. Donc il y a une volonté de ne justement pas avoir honte
de ne pas cacher la vérité, qui est un point très important. Donc elle rejette dans son œuvre la honte potentielle et le mensonge. Et elle veut se présenter elle-même sans aucune mise en scène, même si évidemment le fait qu'on soit dans le champ de l'art et le fait qu'elle soit photographe nécessite une forme, enfin, nécessite une mise en scène, même si elle n'est pas forcément consciente. Ici, elle se présente également, c'est un autoportrait en kimono avec Brian, qui est le copain en question, un peu violent, même très violent. Et vous le voyez ici, on imagine une dispute de couple, ou en tous les cas une forme de mélancolie et de dureté qui naît de cette position de ces deux personnages. Donc, Nan Goldin, elle a réalisé vraiment d'abord un portrait d'elle-même, mais aussi une image aussi des États-Unis, parce que elle avait elle a beaucoup parlé du fait qu'elle rejetait un petit peu le côté très brillant, très paillette des États-Unis, contre une réalité qui était parfois plus dure, simplement liée au fait que les relations humaines sont dures, et surtout dans surtout en raison des personnes qu'elle côtoyait, qui vivaient des discriminations, des difficultés. C'est aussi le monde du sida, et donc un certain nombre de gens vivent avec le risque de la mort. Donc il y a aussi, vous le voyez, certes du quotidien, mais dans ce quotidien, une ombre de mort, une ombre de disparition qui est très très forte chez ces artistes. Alors, le deuxième aspect, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez me couper la parole ou poser des questions. Moi, je continue comme ça à dérouler le truc, mais il faut me couper. Le deuxième point, ce sont les mythes solitaires et les couples mythiques. Alors, contrairement aux conférences précédentes, j'ai essayé de m'améliorer et je ne fais pas un déroulé comme ça de différentes pratiques, enfin de différentes œuvres. J'essaye vraiment de rentrer dans le détail des œuvres des artistes en vous présentant plusieurs œuvres de chacun de ces artistes. Donc, on va avoir moins d'artistes, mais plus d'œuvres, et on va rentrer dans plus de détails. C'est un peu l'idée que j'ai essayé de développer cette fois. Alors, on pourrait penser que la démarche artistique est solitaire, et c'est assez le cas, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'artiste va se reclure, va s'enfermer dans son travail en se coupant du monde. Pourtant, c'est pas vrai pour tous les artistes, mais certains artistes ont eu besoin de s'enfermer, ont eu besoin de s'isoler, et finalement l'enfermement revêt un certain attrait pour eux. Et dans ce sens-là, comme ils sont coupés du monde et d'une forme de sociabilité et d'extérieur, la mythologie personnelle, leurs propres pensées, leurs propres souffrances vont devenir un point un peu central, focal de leur œuvre d'art. Alors, on n'a pas tellement d'artistes qui ont été extrêmement radicaux dans leur pratique. On peut penser, c'est vrai, à Gauguin, qui n'a pas hésité à tout quitter pour se rendre dans un monde qu'il considérait plus primitif, mais il était quand même dans une société en interaction avec du monde, donc il n'était pas complètement coupé. Il était coupé du monde occidental, mais pas du monde tout court. Vous allez le voir, on va évoquer surtout un artiste qui, lui, s'est coupé du monde pour se soigner, quelque part de l'extérieur qu'il avait énormément blessé. Alors, le deuxième aspect, et je voulais mettre en relation ces deux aspects, les mythes solitaires et les couples mythiques, on a des artistes aussi qui vont travailler à deux. Alors, ils ne sont pas artistes chacun de leur côté, ils vont être artistes ensemble, et c'est leur couple qui produit des œuvres. Donc ça, c'est un point intéressant, et finalement, leur duo va devenir un élément assez mythique, assez légendaire. On pourrait citer Jeanne-Claude et Christo, par exemple, alors qui n'ont pas une pratique de mythologie personnelle, donc je ne voulais pas vous les évoquer. Il y a différents artistes, et notamment Gilbert et Georges, dont on va parler ensemble, qui ont été pendant longtemps la coqueluche du marché de l'art, les coqueluches du marché de l'art. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette problématique de couple d'artistes, on sort en partie, en tout cas d'un point de vue artistique, des problématiques homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la relation entre un peintre et son modèle, entre un sujet et son objet. Là, les deux artistes sont en même temps sujet et objet, sont tous les deux modèles, sont tous les deux artistes. Donc, quelque part, le langage se complexifie et la relation se complexifie aussi. J'ai entendu un micro s'allumer, peut-être qu'il y a une question? Non, le micro s'est coupé. Bon, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Donc voilà. Il y a un autre élément aussi qui est certain et qui est vrai pour Gilbert et Georges. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va voir eh bien, des artistes
mettre en avant leur homosexualité ou en tous les cas, ne plus du tout en faire un sujet, de honte ou bien, de cachotterie, mais vont vivre cette homosexualité comme Gilbert et Georges qui vont se présenter en tant que couple. Évidemment, ça pose de moins en moins de problèmes plus on avance dans le XXe siècle, en tout cas, heu, en Occident. Eux sont anglais, par exemple. Je voulais d'abord vous parler de Jean-Pierre Reynaud. Alors peut-être, si vous avez, fréquenté les musées d'art contemporain ou bien les foires, ces pots métalliques, en tout cas ces pots avec une couleur métallique vous disent quelque chose parce que ce sont des objets qu'on a énormément vus, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui, mais Jean-Pierre Reynaud fait partie des artistes qui ont énormément plu. Il a eu beaucoup de succès, continue d'ailleurs à en avoir. Alors on va voir que l'esthétique de Jean-Pierre Reynaud, elle est vraiment à l'image de sa pensée. C'est un personnage ascétique qui a j'allais dire une pratique un peu cistercienne. Oui, une esthétique cistercienne, une esthétique minimaliste, même s'il ne fait pas partie du courant minimaliste, vous voyez ce que je veux dire? Une esthétique vraiment très simple. On est très loin, des débordements, d'autres artistes et bien au contraire. Et on va le voir, le pot, donc le pot de fleurs, est un élément, un archétype comme on a pu le définir au début, qui symbolise Jean-Pierre Reynaud, sa pratique et toute sa mythologie. Donc les pots métalliques, on est en 2003, je vous en présente ici, différents. Bon, j'ai mis 2003, mais en fait c'est une pratique, heu qui commence en 1962. Enfin, l'histoire remonte à 1962, puisque quand il était jeune homme, à 23 ans, il a fait un geste singulier, un geste salvateur qui va vraiment le soigner. Il ne sait rien alors des démarches artistiques de certains de ses contemporains. Il n'est d'ailleurs pas vraiment artiste, enfin, il n'est pas artiste. Et Jean-Pierre Reynaud a été extrêmement bouleversé par les horreurs de la guerre d'Algérie, si bien qu'il est resté alité, complètement alité pendant 1 an. Et un jour, poussé par une énergie qu'on a un peu du mal à entrevoir, une énergie très forte, il se dirige au fond de la cour de son immeuble et il se rend dans un garage où il avait, gardé tous les outils, qui servaient en fait à ses travaux d'horticulteur. Et il accomplit un geste, salvateur, c'est comme ça qu'il l'explique. Il a rempli, en tout cas un geste fondateur, s'il n'est pas salvateur, il a rempli un pot de fleurs donc avec du ciment et ensuite il l'a peint pour créer un objet. Et finalement, pendant un demi-siècle, il va en faire son véritable archétype. Jean-Pierre Reynaud est célébrissime pour ses pots, de fleurs qu'il a réalisés en différentes tailles. Vous en voyez ici des tailles assez importantes, notamment sur le parvis, sur la petite, plaza devant, le centre Pompidou. Donc le pot est privé de son usage habituel, de son caractère utilitaire et devient un vase rituel, un objet, quelque part un peu sacré, l'objet médicament qui a soigné Jean-Pierre Reynaud. Donc vous le voyez, même si l'esthétique de Jean-Pierre Reynaud, elle est assez, austère, en fait, il y a toute une histoire, une mythologie qui est vraie ou qui ne l'est pas, on ne le saura jamais, mais c'est un petit peu importe. Comme chez Cindy Sherman, où est le vrai du faux? Où est-elle? C'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais en tous les cas, il y a une mythologie, il y a une histoire, il y a une blessure qui est à l'origine d'un geste artistique et c'est un peu le sens de notre discussion ce soir. Jean-Pierre Reynaud, il a réalisé aussi La Maison, qui est un grand projet de 1969 à 1993. Autour des années, enfin en 1968, Jean-Pierre Reynaud est très agressé par justement l'agressivité qui se dégage des différentes manifestations étudiantes et de mai 68. Et il va décider de renoncer un petit peu au monde extérieur et il va créer sa propre maison, un lieu qui est une sorte un peu d'hôpital pour lui, de laboratoire dans lequel il peut se soigner. Une maison qu'il va conserver de 1969 à 1993. Je reviendrai sur la date de fin. Et vous le voyez, il va décorer toute sa maison. Alors, on a différentes, j'ai l'impression d'une petite cour. Ici, bon, un salon, je ne sais pas. Ici aussi, un salon avec une cheminée. En tous les cas, différents éléments, on a un peu du mal à distinguer les pièces des autres, qui sont entièrement décorés avec ce petit carreau blanc et ce joint noir. Et toute la maison est entièrement réalisée comme ça. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit une esthétique très apaisante. En tous les cas, c'est un moyen pour Jean-Pierre Reynaud de s'enfermer dans un lieu où il se sent protégé, où il est seul et éloigné du monde extérieur. Et il va vivre une espèce d'ermitage en créant cette œuvre d'art totale dans laquelle il se sent bien. Donc il y a vraiment cette idée d'un art qui soigne, d'une pratique artistique qui soigne chez Jean-Pierre Reynaud. Et en 1993, eh bien, il décide de détruire entièrement sa maison.
considérant eh bien, que il a été soigné, que ses conflits avec le monde intérieur étaient réglés. Donc il a détruit sa maison, qui d'ailleurs a été très longtemps fermée au public, puis vers la fin, il a commencé à l'ouvrir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des témoignages, de très belles photos de ce lieu très étrange dans lequel je ne suis pas sûre que tout le monde se sente à l'aise. Mais le but était que lui s'y sente à l'aise, donc c'est le principal. Dans la lignée un peu de Jean-Pierre Reynaud, on a d'autres artistes qui vont essayer de chercher de construire des abris. Et c'est le cas de Fabrice Guidji, qui lui va réaliser cette grande tente et il va, tout au long de sa carrière, il continue, réaliser des petits tipis, des tentes, des petits lieux cachés qui permettent d'être protégés. Et quelque part, ce sont des lieux dans lesquels on peut s'abriter si l'on veut se couper du monde extérieur. Donc il y a une forme de solitude qui est recherchée face à ce monde effervescent. Et d'ailleurs, vous le voyez, la tente prend la forme un petit peu d'un nombril en tous les cas. Il y a aussi cette idée-là de retourner dans le ventre de sa mère, là où il n'y avait pas trop de problèmes et où on n'avait pas besoin de se battre pour survivre. Donc il y a cette idée de retourner dans une forme d'intériorité, disons, d'histoire primitive, celle où l'on grandissait encore dans le ventre de sa mère. Donc, différents artistes sont marqués par l'agressivité, la violence du monde extérieur et veulent s'en retirer. Gilbert et Georges, on en a un petit peu parlé la fois dernière. Vous avez remarqué, j'aime bien revenir sur des œuvres et je rends honneur à ma prof d'art contemporain qui faisait ça tout le temps. On pouvait avoir 10 thématiques extrêmement différentes. Chaque thème, on revenait sur des œuvres. Et c'est pour montrer que je pense que les œuvres les plus intéressantes sont celles qui sont les plus complexes et qui peuvent rentrer dans différentes catégories. Et on le voit très clairement avec Cindy Sherman, on a passé 5 conférences autour de son œuvre. On aura passé, puisqu'il reste celle de la semaine prochaine. Donc, on peut revenir sempiternellement sur des séries et sur des œuvres. Bon, pas vrai, enfin, Gilbert et Jean ont une pratique intéressante, mais je vous les ai présentés la semaine dernière quand on parlait du corps de l'artiste, et eux, ils ont fait de leur personnalité le centre de leur œuvre, de leur corps même. Cette fois, je voulais vous parler un peu de leur couple et de l'idée d'une intégration quelque part de leur histoire personnelle dans leur œuvre, donc c'est un aspect différent. Alors, Gilbert et Georges, ils se sont rencontrés quand ils étaient étudiants. Et ils ont commencé à réaliser, c'est de cette œuvre dont on a parlé la semaine dernière, ils ont commencé à réaliser des singing sculptures. Donc vous les voyez, ils sont habillés de manière très stricte, à l'anglaise. Pourquoi je précise ça? Parce qu'on est dans les années 70 et que c'est la grande période du mouvement hippie. Donc volontairement, ils s'habillent de manière très stricte pour quelque part s'opposer, en tout cas se différencier de la mode. Et ils sont debout sur une table et vous les voyez, le visage et les mains peintes d'une peinture métallique, dorée ou argentée, ça dépend des performances. Et ils chantent des musiques populaires anglaises de la période édouardienne, pour être précise. Je ne pourrais pas vous la chantonner, je n'y connais rien, mais c'est ce que j'ai lu. Donc on voit ces deux gentlemen qui créent une sculpture vivante. Donc bon, on est dans le champ de la performance, évidemment. Et ils vont faire de leur duo le point focal, le point central de leur œuvre d'art. Aucune de leurs œuvres ne se centralise pas sur leurs deux personnalités. Ce qui est peut-être plus célèbre aujourd'hui de Gilbert et Georges, ce sont ces séries-là, les photographies que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser à droite à gauche, dans des foires ou bien dans des musées. D'ailleurs, à l'exposition, désolée de vous faire envie si vous ne l'avez pas vue, mais puisque demain c'est fini, mais à l'exposition de Cindy Sherman à la Fondation Vuitton, il y a une première partie qui est une rétrospective de Cindy Sherman et une deuxième partie qui s'appelle Crossing Views et qui compare en fait des œuvres de la collection avec des œuvres de Cindy Sherman. Et Christian Boltanski, Annette Messager, Gilbert et Georges, bien d'autres dont on a parlé, font partie de ce dialogue entre Cindy Sherman et d'autres artistes. Donc, vous voyez, je suis pile où il faut. En tout cas, j'essaye. Et pourtant, c'est très éloigné de son travail. Donc, il y a des liens qui sont parfois indicibles ou qu'on a du mal à faire, mais que j'essaye un petit peu de retracer ici. En tous les cas, Gilbert et Georges ont réalisé cette œuvre qui s'appelle Oui de 1983. Vous le voyez, ils se représentent tous deux à 3 reprises en alternant Gilbert et Georges, toujours vêtus dans ce costume très classique à 3 boutons, soit habillés de rouge, soit habillés de jaune. Et puis derrière eux, cette croix assez inquiétante avec ce visage aux yeux rouges. Cette croix qui est faite à partir de doigts, si on regarde bien le détail, ce sont des doigts, mais qui crée bien sûr une espèce de crucifixion très étrange, c'est-à-dire qu'on est dans une œuvre qui est profondément contemporaine, qui utilise des couleurs un peu de la publicité. Gilbert et Georges essayent toujours de créer des images très marquantes qui marquent
avant même, enfin, il cherche à créer des œuvres qui vont marquer l'esprit, marquer l'œil, avant même que l'on s'interroge vraiment sur son contenu. Et c'est vrai, donc ils utilisent des couleurs de la publicité, ce cerne noir très important. En même temps, il y a un jeu avec des images, christiques. Il y a toujours ces différents cernes, vous voyez, noirs. On a l'impression d'être, presque face à des vitraux, hein. Il y a quelque chose d'assez rituel et là, on a l'impression d'être face à une crucifixion avec différents personnages de la crucifixion, comme la Vierge, par exemple. Donc voilà. Voilà pour ces œuvres assez marquantes, vous voyez, où eux sont au centre de l'œuvre. On peut présenter aussi Naked Eye de 1994, où là, vous le voyez, Gilbert et Georges qui sont nus au centre de la composition, qui se cachent les yeux, comme pour ne pas voir les personnages qui le regardent avec des yeux très intenses. Donc ils donnent de leur personne et de leur corps dans ces œuvres, pour se présenter nus ainsi. On aurait pu parler de cette œuvre la fois dernière d'ailleurs, quand on parlait du corps de l'artiste. Donc vous le voyez, Gilbert et Georges font de leurs deux personnalités, de leur couple légendaire, le point central de leur œuvre. Ils racontent aussi que on raconte que ce sont des grands consommateurs d'alcool et qu'ils boivent énormément tous les deux avant de se lancer dans la réalisation d'une œuvre d'art. Donc leur vie, leurs habitudes sont aussi mises sur le devant de la scène. À la poursuite de son identité, alors ça c'est un sujet qu'on a un peu écumé, mais il y a toujours quelque chose à dire. On a beaucoup parlé de la question de l'identité à travers l'œuvre de Cindy Sherman et surtout à travers toute une pratique de femme, parce que je crois que c'est un peu le sujet de la deuxième moitié du XXe siècle. Si les artistes se sont interrogés sur ce qu'était l'art dans la première partie du XXe siècle, je dirais que la deuxième partie du XXe siècle, la question est plutôt qui suis-je, qui est l'artiste et qui suis-je en tant que femme, pour un petit peu centrer le sujet autour des artistes femmes. Ça, c'est un point assez intéressant. Et donc, à travers la recherche de l'identité, il y a une forme aussi de quotidienneté, de banalité et de mythologie personnelle. C'est en essayant de comprendre qui on est en tant qu'humain, et bien que on délivre un message personnel et en même temps universel. Et je voulais vous parler d'Annette Messager. Alors, pour parler d'un petit détail, un petit focus gossip, enfin gossip, c'est très intéressant parce qu'ils ont une pratique à comparer, mais Annette, je vais le dire à l'inverse, Christian Boltanski est le compagnon d'Annette Messager. On a plutôt l'habitude de dire Annette Messager est la compagne de Christian Boltanski, je le dis dans l'autre sens. Ils ont tous les deux une carrière exceptionnelle, mais Annette Messager a reçu le Lion d'Or de la Biennale de Venise, ce qui n'a pas été le cas de Christian Boltanski. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une pratique assez proche, très différente, dans des champs très différents. Annette Messager fait partie des artistes qui ont interrogé. Oui, on pourrait croire un vitrail, je viens de le voir. Effectivement, on pourrait croire un vitrail, tout à fait. Pardon, je n'avais pas lu la remarque. Oui, il y a une esthétique très, avec des couleurs d'ailleurs primaires, comme on retrouve très souvent dans le vitrail. Pour Annette Messager donc, elle interroge la féminité, elle interroge, le féminisme, sa personnalité aussi. Christian Boltanski, ce ne sont pas ses sujets, mais on a cette espèce de goût pour l'objet banal, pour le petit objet, pour l'objet mineur. Et d'ailleurs, j'ai cette très jolie phrase d'elle que je vais vous retrouver. En tant que femme, j'étais déjà une artiste dévaluée. Faisant partie d'une minorité, je suis attirée par les valeurs et les objets dits mineurs. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une forme de modestie dans les objets qui sont choisis. Elle n'a pas choisi de travailler l'or, de travailler le bronze, de travailler les objets et des matériaux très précieux, mais elle a choisi la couture, les peluches, la broderie, des petits éléments en fait du répertoire classiquement bien sûr féminin. Même si évidemment ça n'appartient pas au répertoire, au vocabulaire féminin, mais tout de même, ce sont en tout cas les images que l'on s'en fait. Le tissu est quelque chose de profondément féminin. Et Annette Messager va utiliser ces techniques pour justement mettre à jour des pratiques féminines. Elle a réalisé cette œuvre, et là, moi, je trouve que c'est très marquant quand on voit l'œuvre de Christian Boltanski. Alors, je ne sais pas qui a influencé qui, mais ils ont travaillé de manière très séparée, mais en même temps en connaissance de cause. Elle a réalisé ces histoires de robes. On retrouve, c'est vrai, la vitrine, en fait, dans laquelle est présenté un objet. En plus de ça, Annette Messager a ajouté des petites photos. Donc, il y a vraiment, encore une fois, cette idée de capter, de conserver un objet et de le conserver comme un objet ethnographique qu'on verrait dans un musée. Donc elle présente, vous le voyez, ces deux robes, une rose, une bleue. On croirait des reliques, des ex-voto, des objets conservés très précieusement, mais Annette Messager ne nous dit absolument pas à qui ces robes ont appartenu.
Alors on pourrait imaginer qu'il s'agit de robes de fées, de robes de princesse ou alors, de robes qui ont appartenu à Annette Messager ou à des personnalités qu'elle connaît. On ne le sait pas, Annette Messager ne nous le dit pas. Et ce dont elle nous parle, c'est un petit peu de ce stéréotype, c'est le vêtement féminin par excellence, qu'elle soit, moulante, grandiloquente, fine, transparente. Et bien, c'est vrai que la robe est l'élément de la garde-robe féminine par excellence et c'est de ça dont elle nous parle. Elle ajoute des petites photos pour, finalement continuer dans ce mystère de ces robes. Quelle est l'histoire? Quelles sont les histoires de ces robes? On est incapable d'y répondre, mais ça dit énormément de choses. Ce sont des objets qui n'ont pas d'histoire et qui en même temps ont une histoire universelle et qui sont très touchants par cette mise en scène, par ces petites photographies, qui nous parlent tous et toutes, surtout je pense. Donc, il y a vraiment cette pratique-là, chez Annette Messager qui également, eh bien, utilise un peu des fragments du quotidien ou des fragments de l'identité féminine pour, en discuter. Elle a réalisé d'autres œuvres comme Ma collection de proverbes, qui est une œuvre que vous pourriez voir, à l'exposition Crossing View après avoir vu, Cindy Sherman. C'est une œuvre qui est présentée d'Annette Messager. Alors elle a réalisé, vous voyez, des petites alors c'est pas très grand, c'est à peu près cette taille, la taille un peu d'un livre, disons, d'une édition blanche de Gallimard. Vous avez donc un petit tissu encadré comme un dessin, sur laquelle elle a brodé, des choses très, très drôles en fait, qui sont des espèces de proverbes populaires et misogynes, qu'elle a entendus. Elle en a capté un certain nombre. Alors je crois que ce sont des choses qui ne se disent plus, mais on en a un certain nombre, vous le voyez. Femmes et brebis doivent être rentrées avant la nuit. Quand on parle d'une femme, la vérité est plus terrible que la calomnie. On peut compter sur la fidélité de son chien et sur sa femme, jamais. Et je vous conseille de regarder un peu sur internet, parce que, il y en a plein d'autres et c'est très amusant. Donc vous le voyez, elle a réutilisé avec de la broderie, donc on imagine, bon évidemment c'est Annette Messager qui le brode, mais on voit ce travail extrêmement minutieux d'une femme qui est en train de broder tous ces stéréotypes, et tous ces adages misogynes qu'on entend, partout, dans une tradition, populaire. Donc, il y en a énormément, qui sont, toutes très drôles. Donc vous le voyez, elle, quelque part, elle a une manière très délicate de parler de ces sujets parce elle n'a pas, elle ne lance pas de slogan, elle n'écrit pas de manifeste, mais par ces petits détails, par cette utilisation du tissu, par ces petits fragments comme ça de misogynie un peu populaire, eh bien, elle parle de féminisme et elle parle de l'image de la femme dans la société. Et je voulais vous présenter une dernière œuvre de Cindy Sherman qui s'appelle Collectionneuse mais jalousie. Et j'aime beaucoup le titre parce que, il y a une grande sincérité. En fait, elle va utiliser, capter des photos dans les magazines de grandes stars du cinéma qui sont évidemment célébrées pour leur beauté, pour leur jeunesse, pour leur élégance. Et vous les voyez, eh bien, elle va détruire leur beauté puisqu'elle les vieillit en dessinant, des rides vraiment très profondes. Elle leur ajoute des barbes, elle leur noircit des dents et donc elles deviennent évidemment extrêmement laides, et n'ont plus rien à voir avec les stars, qu'elles sont. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'Anne Messager appelle cette série «Les jalousies». Donc, il y a cette grande sincérité aussi vis-à-vis des stéréotypes féminins et ce qu'elle voit dans les magazines. Les fictions d'artistes maintenant, c'est la dernière partie, je crois, de notre, petite balade dans les mythologies, personnelles. Alors, je voulais vous lire cette très belle petite, phrase qui va un petit peu baser notre réflexion, à ce moment-là, qui a été écrite par l'écrivain portugais Pessoa. «Nous avons tous 2 vies. La vraie, celle que nous rêvions enfants et que nous continuons de rêver adultes dans un brouillard, et la fausse, celle que nous vivons chaque jour avec nos semblables, la vie matérielle utile, celle qui nous mène au cercueil». Ce qui est très touchant, c'est qu'on aurait plutôt l'habitude de dire que la fausse vie, c'est celle justement dont on rêve, c'est celle à laquelle on pensait quand on était enfant. Et la vraie vie, c'est celle qui nous oblige à nous lever le matin et à gagner notre vie pour nous nourrir. Mais Pessoa, lui, considère que c'est l'inverse. La vraie vie, la plus forte, la plus sensible, la plus sincère, c'est celle dont nous rêvions quand nous étions enfants et que nous continuons à rêver malgré le quotidien et la vie telle qu'elle s'est confrontée à nous et à nos volontés. Ce qui nous intéresse ici, c'est justement de parler d'artistes dont la fiction et la réalité vont se mêler.
Ce sont des artistes qui ont l'air d'emprunter à leur vie tout un vocabulaire artistique, toute une histoire, et qui en fait utilisent une forme de fiction, si bien qu'on est un petit peu perdu. Mais le sujet n'est pas de savoir le vrai du faux, mais plutôt de se laisser porter par une narration. Les deux artistes dont je vais vous parler, et surtout Sophie Calle, ont vraiment basé leur œuvre sur leur biographie, mais aussi avec une forme de narration et de fiction. Et c'est un point intéressant. Et d'ailleurs, la confrontation entre vérité et mensonge fait aussi partie d'un aspect de leur œuvre. Ce qui est intéressant pour certains artistes, et c'est surtout le cas de Sophie Calle, c'est que finalement, à travers la narration, il y a une espèce d'impossibilité de ne pas utiliser le texte. C'est Sophie Calle, c'est très marquant. On peut acheter des livres d'elle dans lesquels elle raconte différents événements avec des photos, etc. Ce sont des très beaux objets d'art. Mais quelque part, c'est étonnant. C'est une des seules artistes dont on peut acheter des livres avec à l'intérieur ses œuvres d'art qu'elle raconte à l'écrit et qu'elle présente. D'ailleurs, vous le voyez ici, c'est une exposition qui a eu lieu, qui s'appelle La douleur exquise, Exquisite Pain, qu'elle a présentée au Château Lacoste. Pardon. Et elle présente donc une série de photographies et en dessous des textes. Donc le texte, alors même si elle l'a très esthétisé et que le texte est imprimé sur un très beau tissu et que le texte est brodé par-dessus, vous voyez, on a soit un texte en blanc avec un fond gris, soit un texte en gris avec un fond blanc, donc c'est très beau. Et puis ça s'imagine assez bien dans un appartement de collectionneur, l'idée de réintroduire aussi la réflexion sur le marché de l'art. Mais voilà, le texte a énormément d'importance et finalement le visuel peut-être un peu moins. Donc, je vous le disais, on va parler de Sophie Calle. Sophie Calle, elle se décrit elle-même comme une artiste narrative. Et depuis 1979, à travers des installations, des photographies, des textes, eh bien, elle va finalement dresser des récits semi-autobiographiques, semi parce que difficile de déceler le vrai du faux, et elle va raconter donc un certain nombre d'expériences personnelles, des souvenirs à travers son œuvre d'art. Alors, je peux vous parler de différentes pratiques. Bon, il y avait Exquisite Pain, qui est une œuvre très intéressante. Il faut passer du temps dans l'exposition parce qu'il faut tout lire si on y arrive. Surtout qu'après, elle a aussi choisi de capter le témoignage d'autres personnalités. Mais je vais vous parler de différentes œuvres qui ont fait un petit peu sa postérité. Sophie Calle, dans la première partie de son œuvre, elle va beaucoup jouer aussi avec le quotidien parce qu'elle va notamment en fait suivre elle va faire des filatures puisqu'elle va suivre des personnes qu'elle a croisées dans la rue. Elle l'a fait à Venise notamment, elle a été marquée par l'allure d'un homme et elle l'a suivi toute sa journée, où qu'il aille. Et elle le prenait en photo de dos. Et on a une série comme ça de photos qui ressemble à un compte-rendu de détective. Elle a également récupéré un agenda et un journal intime dans la rue et elle a publié dans un journal toutes les pages du journal intime d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Donc, il y a cette idée évidemment de la banalité, du jeu et de l'autobiographie à travers cette œuvre. Et donc, en 1981, elle va demander à sa mère de contacter la fameuse agence Duluc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'agence Duluc, elle est tout près de la station Louvre-Rivoli. Ça amuse toujours. Il y a un grand panneau noir, agence Duluc. Duluc Détective pour être précis. Et l'agence Duluc, donc un membre de l'agence Duluc, va suivre Sophie Calle toute une journée. Alors évidemment, le détective ne sait pas que Sophie Calle est en train de réaliser une œuvre d'art et qu'elle sait qu'elle est suivie. Et donc, il va la suivre toute une journée, prendre ses séries de photographies. On la voit ici, on voit très bien, c'est des photos typiques des détectives qu'on a l'habitude de voir dans les films. On voit donc le détective caché derrière un arbre qui prend en photo Sophie Calle qui est en train de lire tout simplement, qui n'a rien fait d'extraordinaire dans sa journée, qui n'a d'ailleurs pas grand-chose à cacher. Elle se promène, on la voit arrêtée auprès d'un feu, manger, lire. Et bon, même si le détective n'a rien trouvé de très compromettant, il est obligé de faire un rapport à la mère de Sophie Calle qui a donc fomenté cette fausse filature. Donc, il a réalisé tout un petit texte dans lequel il raconte, alors à telle heure, Sophie Calle était à tel endroit, puis elle s'est rendue là, puis elle s'est rendue là. Une description tout à fait banale de sa journée. Et toute cette série de photos qu'elle a donc exposée à plusieurs reprises, et elle a d'ailleurs parlé aussi du texte. Une autre œuvre de Sophie Calle, Le mariage de mes rêves en 2001, et là je vais vous lire directement le texte, je le raconterai toujours moins bien que Sophie Calle, donc autant vous le lire. Donc vous le voyez, ça se présente ainsi dans un musée ou dans une galerie. Vous avez une photographie où on voit ici Sophie Calle qui est habillée dans une robe de mariée rouge,
Alors pour le détail, ça a du sens, on se marie très souvent en rouge en Chine, parce que le blanc est la couleur du deuil dans un certain nombre de pays et notamment en Asie, en Afrique aussi. Donc elle est habillée donc en rouge, et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai failli me marier avec un homme qui part en Chine pour 3 ans. C'est long. Telle une fiancée dont l'amoureux s'en va au front, je souhaitais l'épouser sur le poste de l'aéroport à l'heure du départ. Il montait dans l'avion, je restais sur le tarmac. Le banquet aurait eu lieu sans lui et je serais rentrée passer seule ma nuit de noces. La date de la cérémonie, le 7 octobre 2000, avait été fixée. Négociations avec les autorités aéroportuaires, accord dunaire, licence, témoins, robe, tout était réglé. Presque. La lettre du procureur refusant la dérogation est arrivée. Le mariage devait être célébré à la mairie. 2 exceptions étaient prévues par le Code civil, l'hôpital en cas de péril imminent de mort d'un des futurs époux, l'établissement pénitentiaire pour le détenu. Au choix, mairie, agonie, prison. Banal, tragique ou radical. Le 7 octobre, je l'ai accompagné à l'aéroport pour porter une fois ma robe et faire le deuil de notre mariage. Et je suis rentrée seule, comme prévu. Donc c'est le petit texte que vous avez juste au-dessus de la photographie. Donc on a cette mythologie personnelle, hein. Sophie Calle ne fait que se raconter. Et ça pose d'ailleurs en fait le spectateur soit en voyeur en tout cas, qui s'intéresse donc plutôt aux détails de la vie de Sophie Calle qui sont plus ou moins racontés, plus ou moins faux. Mais il y a aussi une relation d'intimité qui se crée entre le spectateur et Sophie Calle qui rentre dans les détails les plus profonds aussi de son histoire, de ses tristesses. Elle a fait toute une série, par exemple, toute une série sur la mort de ses grands-parents, qu'elle a associée aussi avec la mort de son chat, c'est un petit peu étrange, mais et où elle raconte de sa peine et de la douleur qu'elle a vécue. Je vais vous montrer une dernière œuvre de Sophie Calle qui s'appelle Le Nez en 2000. Alors pareil, je vais vous lire le petit texte qu'on voit au-dessus. J'avais 14 ans quand mes grands-parents décidèrent que je devais recourir à la chirurgie esthétique. Il fallait me faire le nez, recoller mes oreilles et accessoirement effacer la vilaine cicatrice de ma jambe gauche. Ils prirent rendez-vous avec un célèbre docteur, spécialiste, le docteur F. Une date d'intervention fut arrêtée. Personnellement, j'hésitais. On me rassura, je pouvais jusqu'à la dernière minute revenir sur ce choix. Toutefois, c'est le docteur F lui-même qui mit fin à mes incertitudes. 2 jours avant l'opération, il se suicida. Donc, ce qui est étrange, c'est que il y a une banalité de nouveau de cette histoire, même si bon, on peut remettre en question cette volonté des grands-parents de Cindy Sherman de lui faire refaire le nez. Mais il y a on a l'impression de lire une histoire comme ça, un témoignage assez banal, puis qui se termine par un suicide. Donc, de nouveau, vous le voyez, dans ces mythologies personnelles, il y a quelque chose de lourd toujours. En tout cas, des drames humains qui naissent comme ça en contraste aussi. Une artiste qui a travaillé un peu dans le sens de Cindy Sherman, Alice Anderson. Alors peut-être vous en avez entendu parler ces derniers jours parce qu'elle faisait partie des 4 nominés au prix Marcel Duchamp. Alors elle ne l'a pas remporté, mais Alice Anderson est une artiste intéressante qui, dans les années 2000, va réaliser une série de vidéos. Pour ne pas vous dire de bêtises, elle réalise 20 épisodes qui durent une vingtaine de minutes où elle prend toutes les mimiques de sa mère. Donc elle porte une perruque, elle s'est maquillée comme sa mère, elle s'est habillée comme sa mère, elle utilise les mêmes phrases, les mêmes attitudes et elle se représente ainsi. Donc vous le voyez, de nouveau, c'est un jeu très personnel à laquelle se donne finalement Alice Anderson. Et de nouveau, elle parle de sa famille. Nous, on n'est pas capable de reconnaître les signes de sa mère. On n'est pas capable de reconnaître sa mère. C'est comme une mauvaise imitation dont on ne connaît pas la personne qui est imitée. Ça fait tout de suite beaucoup moins rire. Mais il y a cette interaction, ce sujet autour des relations mère-fille, en insistant beaucoup sur le côté dérisoire parce que c'est assez grotesque cette manière de mimer sa mère. Enfin, un dernier artiste, c'est le dernier artiste dont on parlera ce soir, et pas des moindres, Joseph Beuys, qui fait partie des grandes personnalités de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a beaucoup fait pour la performance, qui a développé un certain nombre de pratiques performatives qui étaient assez nouvelles, évidemment, et qui naissent dans la deuxième moitié du XXe siècle, même si on en avait quelques traces avec les dadaïstes. Joseph Beuys est un artiste allemand. Ce qui a de l'intérêt, je ne l'ai pas toujours précisé, ça a de l'intérêt parce qu'il naît donc en 1921, il a connu la guerre de très près, surtout qu'il était enrôlé dans l'armée allemande, et il est mort en 1986. Et il a donc vécu surtout, et notamment le moment de sa maturité artistique, c'est vraiment le moment de l'après-guerre.
et donc l'après-Seconde Guerre mondiale, et il voit ce pays complètement détruit qu'est l'Allemagne, un pays qui a fait face à évidemment une violence immense, certes engendrée par elle-même, et pas que, mais en grande partie engendrée par elle-même, et donc il y a une forme de malaise au sein de ce pays. Il ne sait pas comment en parler. En plus de ça, évidemment, il y a une vraie omerta autour de ces problématiques. On ne parle pas de l'Holocauste, on ne parle pas de ces sujets. Et donc, on va avoir différents artistes allemands et d'ailleurs viennois aussi, autrichiens, qui vont réaliser une œuvre assez violente, comme pour expier la violence qu'ils ont ressentie, qu'ils ont vécue, qui les a traversés et qui a été moteur de toute une période de l'histoire de leur pays. Voilà pour petite introduction. Et notre cher Joseph Beuys, eh bien, il raconte une histoire, probablement fausse, mais je veux vous laisser y croire si vous le souhaitez. Il a été enrôlé, ça c'est la partie vraie, comme pilote dans l'armée allemande et il s'est écrasé en Crimée. C'est vrai aussi. Il raconte avoir été recueilli par des nomades tartares, donc en plein milieu de la montagne, qui lui ont donné du miel en guise de nourriture. Il est revenu un petit peu à la vie et en fait, son corps était enduit de graisse animale et recouvert ensuite de feutre pour qu'il n'ait pas froid. Donc le miel, la graisse animale et le feutre vont devenir des éléments centraux de son œuvre. On va toujours retrouver dans son œuvre ces éléments-là qui deviennent des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le champ de l'art, mais qui deviennent essentiels dans son œuvre. Donc vous le voyez, cette histoire, ce mythe originel, celui en tous les cas sur lequel il bâtit son rôle d'artiste, son identité d'artiste, revient sempiternellement dans son œuvre, même si chez Joseph Beuys, pardon, elle est extrêmement diverse et forte, mais ça revient toujours un petit peu, même en détail. On pourrait parler de l'œuvre de Joseph Beuys sans parler de cet événement premier, mais tout de même, quand on le sait, ça éclaire un petit peu l'utilisation d'un certain nombre de procédés. On a parlé de cette œuvre la fois dernière, comment expliquer des tableaux à un lièvre mort en 1965. Donc Joseph Beuys s'est enfermé, et il l'a fait à plusieurs reprises, je vais vous parler après d'une autre, série, enfin une autre performance, pardon. Joseph Beuys s'est donc enfermé dans l'enceinte d'une galerie et il a un lièvre mort, un vrai lièvre mort dans les bras. Il s'est enduit le visage de miel, on retrouve ce matériau, et ensuite de feuilles d'or, tout son visage, et il raconte l'histoire de l'art, il explique l'histoire de l'art et les tableaux qui sont présents dans la galerie à ce lièvre mort. Il explique qu'il a beaucoup plus de facilité à parler avec un lièvre qui, selon lui, comprend plus de choses sur la métaphysique et sur les œuvres d'art, sur l'histoire de l'art, qu'un être humain. Donc il se sent plus proche de l'animal, bon, certes mort, mais il se sent plus proche de l'animal que de l'humain. Et c'est vrai que ce qu'il faut retenir décidément, chez Joseph Beuys, vous pourrez essayer, c'est un exercice d'articulation chez Joseph Beuys, essayez chacun. Il y a une vraie réflexion sur le rôle de l'artiste qui est à la fois, pour lui, artiste, professeur, et là il se met en rôle de professeur en expliquant l'histoire de l'art, et en même temps chaman. Et vous le voyez de nouveau, il reprend un petit peu justement probablement les rôles de cette espèce de société tartare qu'il a sauvée. Donc il y a toujours ce rôle un petit peu d'artiste professeur et en même temps d'artiste soignant, chaman, qui est capable d'exorciser un certain nombre de maux, de violences d'une société qui a du mal à faire cette transition entre la Seconde Guerre mondiale et un monde changé et nouveau. Voilà pour cette œuvre, et je voulais vous montrer cette performance qui fait partie des performances les plus célèbres. I Like America and America Likes Me de 1974. Alors, toute une affaire incroyable, toute une mise en scène dingue. Bon, déjà, vous le voyez, les photographies comme celle-ci d'ailleurs, hein, si on s'interroge sur la pertinence de la performance dans le champ de l'art, on ne peut pas, en tout cas, nier la beauté de ces mises en scène, de ces photographies. En plus de ça, on n'en a que des photos en noir et blanc, mais on imagine son corps, son visage doré. Il y a une esthétisation, en tous les cas, de la performance et de la mise en scène qui est très marquante. Pardon. Donc Joseph Beuys réalise cette œuvre en 74. On était en 65, je crois, ou en 64. En 65 pour le lièvre mort. Alors que se passe-t-il? De nouveau, les photos sont très belles. Joseph Beuys, eh bien, va quitter Düsseldorf, là où il habitait, en ambulance. Donc, il est amené par une ambulance dans un avion qui le mène à New York. À la sortie de New York, une nouvelle ambulance vient le chercher
une nouvelle ambulance vient le chercher et l'emmène directement au sein de la galerie. Donc Joseph Beuys n'a pas touché le sol américain de ses propres pieds, considérant que l'enceinte de la galerie est un lieu un petit peu, une hétérotopie, un lieu qui est différent, qui n'est pas lié à un territoire. Donc c'est un lieu un peu neutre sur lequel il s'inscrit et dans cette galerie, il va vivre pendant 3 jours avec un coyote tout à fait sauvage qui a été ramassé, je ne sais où, j'ai pas oublié les coyotes au Texas et c'est un vrai coyote tout à fait sauvage, hein, pas du tout, qui n'a pas l'habitude de se confronter à l'homme et il va vivre avec ce coyote et Joseph Beuys va essayer un petit peu de s'acclimater au coyote et le coyote de s'acclimater à Joseph Beuys. Alors vous le voyez ici, Joseph Beuys se protège, parce que bon, j'imagine qu'un coyote, c'est pas toujours très gentil, se protège avec du feutre. De nouveau, on retrouve un des éléments de sa survie, en fait, de ce moment qu'il a vécu avec les populations tartares. Et donc, il est protégé dans ce feutre. On le voit ici avec sa canne qui sort comme une espèce de sculpture avec ses plis très lourds que crée justement le feutre. Donc, cette deuxième performance de Joseph Beuys, où de nouveau, vous le voyez, sa mythologie personnelle, ce moment mythique, celui qui le fonde en tant qu'artiste, revient à travers des matériaux. On l'a vu avec le miel, on le voit ici avec le feutre. J'aurais pu le dire avec la grève, je ne sais pas si c'est le cas pour cette œuvre, même si je ne pense pas parce que ça aurait un peu trop intéressé le coyote, mais dans un certain nombre d'expositions, avant d'installer ses œuvres, eh bien, il imbibait en fait les contours, les plaintes de l'exposition d'une cire animale qui correspondait à la cire qu'on avait mise sur son corps pour soigner ses blessures et ses brûlures après l'accident. On a fait le tour ensemble des mythologies personnelles, des narrations. J'espère que j'ai bien expliqué toute cette problématique contemporaine. Alors vous le voyez, hein, j'ai très vite exfiltré l'œuvre de Cindy Sherman parce qu'elle ne correspond pas en réalité à ces mythologies personnelles, à cette narration. Et au contraire, elle, son œuvre est profondément marquée par l'anonymat. Et c'est dans la répétition, dans la dissolution de l'identité que son œuvre prend sens et qu'il nous permet, nous, de comprendre l'identité contemporaine, de comprendre le monde dans lequel nous vivons et les personnages que nous sommes, tour à tour d'ailleurs. On se retrouve parfois dans les œuvres de Cindy Sherman, même si c'est souvent cruel. Mais c'était intéressant tout de même de parler en regard de ces pratiques très marquées par, au contraire, le goût de l'individualisme, le goût de la narration. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des critiques, ce que vous voulez. Si vous avez envie de pleurer avec le confinement, comme vous voulez, je suis là. Prenez votre temps, hein, on a le temps, je ne vais pas couper court. De rien, Solène, avec plaisir. Merci d'avoir participé à la conférence. Ah, il y a une opposition. Objection peut-être même. Je vous en prie, Nicole, avec plaisir. Oui, c'est une opposition en fait avec Cindy. Exactement, c'est vraiment le but, dans toutes les autres conférences, on a essayé de tisser des liens entre l'œuvre de Cindy Sherman et des pratiques du XXe siècle auxquelles elle pouvait être rattachée. Et là, au contraire, l'idée, c'était de s'en détacher et donc d'insister vraiment sur cette question d'anonymat qu'on n'avait pas encore tout à fait évoquée. Parce que la semaine dernière, on a parlé du corps de l'artiste, donc au contraire, on a parlé du fait que Cindy Sherman se mettait vraiment au cœur de son œuvre. Et oui, certes, c'est vrai, c'est elle dans ses photographies, mais à travers un anonymat très fort et revendiqué. Et si on ne comprend pas cet anonymat, on ne comprend pas l'œuvre de Cindy Sherman et on s'arrête à un autoportrait et à l'envie de comprendre l'artiste et sa psychologie individuelle. Donc tout à fait, l'idée, c'était vraiment de dresser un portrait en contraste, c'est quoi, en négatif, voilà, vraiment, c'était cette idée-là. Et puis, voilà, Cindy Sherman, c'est aussi un prétexte pour voir différents courants importants de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, la semaine prochaine, c'est la monstruosité. Donc, là, pour le coup,
Cindy Sherman a réalisé des œuvres monstrueuses, parfois dégoûtantes. Donc ça, on va s'en donner à cœur froid. Nous avons pu oublier un moment ces tristes nouvelles. Eh ben, tant mieux. On va s'y remettre maintenant. Comme on a tous coupé court rapidement aux annonces de notre président. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine autour de la monstruosité. Mais toujours avec Cindy Sherman, il y a beaucoup d'humour, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas que répugnant. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis j'espère à la semaine prochaine pour ceux qui peuvent. Bonne soirée. Alors attendez, il faut que j'arrête le partage. Non, pas comme ça. Comme ça. Au revoir.